Alors je faisais allusion juste avant à une espèce de trilogie imaginaire que je m'étais inventée là depuis que j'ai vu The Substance. Ayant fait un rapprochement avec d'autres films, la filiation m'est apparue à moi évidente et en tout cas elle me plaît. Et donc cette trilogie, elle serait composée pour moi du film Le Parfum de Tom Tykwer, donc 2006, adapté du roman de Patrick Susskind, mais bon, j'insiste bien sur le fait que là c'est le film, qui pour moi est meilleur que le livre, de The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, donc le réalisateur de Drive, et donc The Substance de Coralie Farja. Et cette trilogie imaginaire que je me suis inventée, alors que ces films n'ont aucun lien officiel, ni même officieux d'ailleurs, voilà, ils ont été faits par des réalisateurs différents, ils ont des sources complètement différentes, ils parlent de choses différentes, enfin voilà, a priori, il n'y a pas de rapport évident et direct entre ces films. C'est moi qui établis une espèce comme ça de petite continuité thématique, hein. Je fais un petit peu de la comparée, là, un peu comme en littérature comparée, je fais un peu du cinéma comparé. Pour moi, c'est la trilogie de la beauté. Alors, juste avant d'aller plus avant, je précise tout de suite et au passage que je ne vais pas entrer dans les détails au sujet du film le plus récent, qui est The Substance de Coralie Farja, dans cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'ai déjà produit un cycle de 5 podcasts, soit environ 10 heures de contenu, sur le film. Donc si vous avez la moindre question sur ce film, ou si vous voulez en savoir plus, ou si vous voulez connaître mon avis, que vous l'ayez aimé, pas aimé, compris, pas compris, je vous renvoie à ces podcasts où j'ai tour à tour traité du genre du body horror, donc de cinéma, de psychologie et de philosophie, de rapport au corps, de relations au corps, des dictates de la beauté, et aussi de féminisme, de la dimension féministe, et de la dimension morale, hein, des rapports entre l'art et la morale. Donc je ne reviens pas dessus ici, et je vous renvoie aux vidéos concernées selon ce qui vous intéresse. Mais aussi et surtout au 4e épisode sur 5 du cycle sur The Substance, qui traite entièrement de la beauté. Voilà, donc ces précisions étant faites, je reviens à mon propos et donc à cette trilogie de la beauté et à ce lien que je vois entre Le Parfum de Tom Tykwer 2006, The Neon Demon de Nicolas Winding Refn 2016 et donc The Substance de Coralie Farja 2024. Alors bon, quand même, avec un petit effort, pour ceux qui connaissent ces trois films, on peut quand même voir en quoi la beauté est le point commun, puisque la beauté est au cœur du thème de ces trois films. Dans Le Parfum, la quête de Jean-Baptiste Grenouille, la quête du parfum, c'est celle de capturer, sous forme d'odeur, sous forme de parfum, la beauté de la femme, la beauté des femmes, mais la beauté de la femme. Donc la beauté est au cœur du film. C'est vraiment ça qui est l'essence qu'essaie de capturer Jean-Baptiste Grenouille. Il essaie de créer l'essence de la beauté. Dans The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn, l'héroïne principale est une jeune top modèle, une jeune mannequin, une étoile montante du mannequinat qui fascine par sa beauté. Tout le monde est amoureux d'elle ou fasciné par elle, etc. dans son entourage. Et la beauté est au cœur du propos du film. Je veux dire, le slogan du film, tiré d'une réplique d'un des personnages dans le film, c'est Beauty is not everything, it's the only thing. Qu'on pourrait traduire par La beauté n'est pas tout, elle est la seule chose qui soit. Et dans The Substance, eh bien, on a affaire à une ancienne gloire du cinéma ou voilà, de la télévision, en tout cas voilà, de l'audiovisuel d'Hollywood, qui vieillissante se fait évincer de son programme et donc sombre dans la dépression, la solitude, la haine de soi, et donc se laisse tenter par cette substance qui est censée lui rendre sa jeunesse et donc sa beauté, hein, sa beauté qui l'obsède tellement, hein, parce que c'est du narcissisme total. Elle se définit quasiment uniquement par sa beauté, donc si elle n'a plus ça, elle n'est plus personne, donc elle essaie d'exister à nouveau à travers cette beauté retrouvée. Donc la beauté est au cœur des trois films, donc voilà, déjà le lien il est créé par ça. Mais là où je les mets sur le même plan, parce que vous allez me dire que des films sur la beauté, il y en a plein, hein. Après tout, l'art et la beauté, c'est une très vieille histoire, donc la beauté traverse souvent comme ça les œuvres d'art. Mais ce qui me fait relier ces trois films, en fait, c'est que ils ont un traitement de la beauté qui est très romantique, mais au sens le plus noir du terme, en fait, hein. C'est vraiment du romantisme noir, c'est une noirceur romantique. Et qui évidemment flirte avec l'horrifique. Alors, bon, les plus horrifiques, c'est les deux derniers. Le Parfum est un petit peu moins horrifique, mais enfin bon, c'est quand même une sorte de thriller. J'aime pas ce terme-là, mais enfin voilà, le Parfum quand même parle d'un serial killer, hein, ça reste quand même un tueur en série. Donc il y a quand même une dimension assez macabre et horrifique. Vous voyez, c'est le terme macabre. Et donc je pourrais même
tirer la couverture vers Baudelaire, dire que c'est très baudelairien. Ces 3 films-là, ils sont très baudelairiens en fait. C'est les fleurs du mal. C'est comment la beauté euh, va avec une forme de laideur, comment la laideur et la beauté se courent après tout en cherchant à se fuir, et la façon dont la beauté, surtout, est une forme de fleur empoisonnée. Il y a une forme de poison inhérent à la beauté, et que ce poison, voilà, ça mène à des situations macabres en fait. Le morbide, le macabre ne sont jamais bien loin. Et c'est pour ça que dans ces 3 films, en fait, on retrouve des motifs de beauté morte, par exemple, voilà, d'un corps inerte de beauté endormie ou morte, que l'on retrouve en fait cette obsession de s'emparer de la beauté. Comment on peut s'emparer de la beauté? À quoi elle tient? Est-ce qu'on peut la mettre en bouteille en fait? Est-ce qu'on peut la mettre en substance? Est-ce qu'on peut se l'approprier? Est-ce qu'on peut l'ingérer, l'avaler? Donc il y a quand même 2 des 3 films qui ont des scènes cannibales, des scènes où on mange l'autre, on ingère l'autre. Quand on n'arrive pas à s'accaparer la beauté par les étreintes, par les baisers, par le sexe, tout ce qui reste, on a l'impression que c'est de mordre l'autre, de le manger, de le dévorer de baisers. Là, je fais allusion à Baudelaire, une charogne. Dites à la vermine qui vous mangera de baisers. Il y a vraiment des points communs entre les 3 films, dans leur thématique, leurs problématiques, dans leurs postulats, dans leurs approches, parfois dans leurs procédés, et donc globalement dans ce romantisme noir, macabre et morbide, qui traite de la beauté d'une façon profondément artistique, avec des véritables enjeux psychologiques. Et donc ça en fait vraiment des films, je trouve, de choix pour des artistes en fait. Vraiment, quand on est artiste et quand on se sent très très proche de ces questions-là, de ces problématiques-là, de ces thématiques-là, et inévitablement en tant qu'artiste, on est forcément très sensible aux propos de ces 3 films. Et moi, pour moi, c'est comme s'ils se répondaient en fait. Dans Le Parfum, on a cette quête de Jean-Baptiste Grenouille, de quelqu'un qui, avec son don pour l'odorat, eh bien, est obsédé comme ça par l'odeur et la beauté des femmes et leur parfum, à cette quête désespérée d'essayer de mettre la beauté en bouteille. Dans Neon Demon, c'est cette jeune ingénue, cette mannequin débutante, au départ plutôt pure, mais qui finit complètement corrompue par sa propre beauté en fait, qui finit par tomber amoureuse de son reflet, qui sombre dans le narcissisme, dans le Neon Demon. Et donc dans The Substance, en fait, on atteint le stade encore au-dessus, puisque là, c'est un drame intime entre une femme et elle-même, dans son narcissisme, dans son obsession pour préserver sa beauté, dans cette espèce de pacte faustien à la Dorian Gray. Et vous voyez, ça ressemble presque à une espèce de version parallèle de Neon Demon. C'est comme si Jessie voilà, n'était pas morte dans Neon Demon, avait survécu, avait fait une carrière, et arrivée à la fin de sa carrière, au soir de sa vie, eh bien, ne supportant pas de tout perdre, d'être évincée du système dont elle s'est nourrie pendant tant d'années, eh bien, sombrait comme ça dans cette quête de jeunesse éternelle par la substance. Elisabeth dans The Substance, c'est quasiment une espèce de Jessie de Neon Demon en fait, qui a fait carrière, qui a pu vieillir. Mais justement, c'est son drame. Elle a vieilli en fait. Il aurait presque mieux valu qu'elle meure jeune. Et en fait, voilà, devenue vieille en fait, qui essaie à tout prix de retrouver le temps passé, de se retrouver elle quand elle était jeune, et qui tombe comme ça dans cette spirale faustienne. Donc je trouve vraiment que les films comme ça, enfin moi en tout cas, maintenant je les vois vraiment comme une espèce comme ça de trilogie, encore une fois officieuse, il n'y a rien d'officiel du tout, mais maintenant je les vois un peu comme ça, comme une dynamique à 3 films qui n'ont pas fini comme ça de me suivre. Et donc voilà, déjà que j'aime Le Parfum depuis la première fois que je l'ai vu au cinéma en 2006, j'aime Neon Demon depuis la première fois que je l'ai vu, découvert, malheureusement pas au cinéma, mais un peu plus tard. Et donc voilà, maintenant The Substance, voilà, c'est amené en fait à devenir mon 3e film de chevet, entre guillemets, sur ces thématiques-là, sur ce cycle de la beauté, et de la beauté obsédante, de la beauté voilà, qui rend fou en fait, qui rend fou et qui rend folle, et de la beauté qu'on cherche à la fois à capturer chez l'autre, mais aussi la beauté qu'on essaie de préserver en soi, de capturer sa propre beauté, de la mettre en bouteille, de trouver le secret de l'élixir de beauté éternelle. Alors je pousse encore un peu mon parallèle entre les 3 films, et par là même du coup j'essaie de justifier un petit peu la trilogie de la beauté qu'il me semble y voir.
en attirant votre attention sur les affiches des 3 films qui apparaissent maintenant sur l'écran, hein, je les ai mises en illustration. Alors, au-delà du fait que ce sont toutes les 3 de très belles affiches, ma préférée étant probablement celle du parfum, sans doute la plus romantique, et mon top numéro 2 étant celle de The Neon Demon, avec cette ambiance beaucoup plus nocturne, un petit peu nightclub, tout ça. Mais est-ce que vous constatez quelque chose en regardant ces 3 affiches? Alors, premier point commun de ces 3 affiches, toutes les 3 mettent en scène un personnage féminin. Dans le parfum, on a cette magnifique jeune femme, la tête renversée avec cette chevelure rousse flamboyante qui tombe en cascade sur le bord du lit et enroulée dans des draps blancs comme dans un linceul. Alors soit dit en passant, cette affiche du parfum, je l'aime tellement depuis toujours, c'est une de mes affiches de cinéma préférées, qu'elle est affichée dans son format géant de cinéma, hein, donc 120 x 160, sur un de mes murs, et pas n'importe lequel d'ailleurs, hein, le mur au-dessus de mon lit. Ceux qui regardent mes lives ou qui à travers mes vidéos savent un peu comment c'est chez moi, le savent très bien, ils l'ont repéré depuis longtemps. Et d'ailleurs j'ai aussi l'affiche de The Neon Demon en format géant cinéma, qui est sur un autre mur. Encore une fois, aussi bien parce que j'adore le film que parce que j'adore l'affiche. Dans l'affiche de The Neon Demon, on a là aussi un personnage féminin, seul sur l'affiche centrale. Alors là pour le coup c'est le personnage d'Ellie Fanning, hein, c'est Jessie, l'héroïne du film, qui est étendue sur une espèce de canapé sofa, avec le bras tout sanguinolent, avec du sang par terre. Et enfin donc nous avons l'affiche de The Substance, où l'on voit, encore une fois, un personnage féminin, cette fois-ci de dos, mais en revanche étendue elle aussi allongée. Alors on voit évidemment cette terrible cicatrice qui traverse tout son dos, hein, toute sa moelle épinière, recousue comme ça avec du fil noir, qui donne cette touche un peu comme ça déjà body horror et horrifique à l'affiche. Et elle est étendue comme ça dans cette grande pièce très très blanche, hein, qu'on devine être une salle de bain, mais qui a presque des airs de bloc opératoire, et sans doute que l'ambiguïté est volontaire. Et cette fois-ci, il s'agit d'une longue chevelure brune, hein, très noire comme ça, de cheveux noirs, et on devine qu'ils appartiennent à Elisabeth, interprétée par Demi Moore. Alors vous voyez, c'est intéressant puisqu'on a une rousse, une blonde et une brune, hein, voilà, il y en a pour tous les goûts, il y a les 3 principaux types de couleurs de cheveux, de chevelure féminine représentés dans ces affiches. Donc, en plus du premier point commun de ces 3 affiches, qui est la présence d'un personnage féminin au centre, on ajoute un autre, c'est que les 3 personnages féminins en question sont toutes allongées, étendues, l'une sur le carrelage de sa salle de bain, l'autre sur un canapé et l'autre sur un lit. Alors, le dernier détail qui est un point commun important entre ces 3 affiches, c'est donc non seulement que ce sont 3 femmes, non seulement que ce sont 3 femmes allongées, mais aussi que ce sont 3 femmes qui sont ou endormies ou mortes. En fait, on ne sait pas vraiment. Alors là où c'est le plus ambigu, c'est évidemment pour le parfum. Alors dans un Neon Demon, on sort un peu de l'ambiguïté et on est tenté de penser comme ça quand on voit l'image qu'on a affaire à un corps de femme morte. Puisque bon, elle a le bras tout sanguinolent, tout ensanglanté, il y a beaucoup de sang par terre, donc on a l'impression que soit elle s'est suicidée, hein, elle se serait taillé les veines, soit elle a été assassinée et donc c'est son cadavre sur le canapé. Alors il se trouve que là encore, quand on connaît le film, hein, c'est la première scène du film, c'est la scène d'introduction, on découvre qu'en fait elle n'est pas du tout morte, en fait il s'agit d'un shooting. Elle est en train de réaliser un shooting où elle doit faire semblant d'être morte effectivement, mais elle ne l'est pas et donc on la voit en fait se lever, se réveiller et aller au maquillage pour se nettoyer le visage. Et enfin, avec l'affiche de The Substance, on a un peu la même ambiguïté. On a cette femme allongée par terre, nue. Bon, c'est pas une position vraiment banale, on n'est pas censé dormir par terre comme ça dans sa salle de bain, donc déjà ça fait penser à quelqu'un qui a eu un malaise. En plus, on a cette terrible cicatrice qui parcourt tout son dos, mais cette cicatrice du coup peut aussi laisser penser qu'elle est morte. Là encore une fois, on peut croire à quelqu'un de mort. Donc vous voyez, dans les 3 affiches, le personnage féminin, c'est pas seulement qu'il est allongé, c'est pas seulement qu'il a l'air endormi. On ne sait pas si il est plongé dans un profond sommeil ou si, en fait, il est déjà trop tard et si elle est morte. Alors bien sûr, cette ambiguïté avec la mort, elle résume en bonne partie le ton, la tonalité macabre des 3 films en fait. Les 3 films ont aussi en commun de raconter le rapport extrêmement morbide que l'on peut développer à l'égard de la beauté. Hein. Un rapport morbide avec la beauté de l'autre ou alors un rapport morbide avec sa propre beauté, hein, que peut être le narcissisme, avec aussi bien sûr la haine de soi, mais simplement en fait l'obsession, et bien sûr les liens bien connus et si inspirants entre la beauté et la mort. Hein. Les liens entre beauté et mort ont toujours inspiré les artistes. Ça fait très longtemps que l'on compose des œuvres, des poèmes, des romans, des peintures sur le sujet.
c'est un incontournable. Il y a bien sûr le rapport entre l'amour et la mort, hein, ça c'est bien connu, avec en plus cette petite paronomase, hein, amour à mort. Donc ça c'est bien sûr la fameuse dualité entre Eros, l'amour, et Thanatos, la mort. Mais en plus d'Eros et Thanatos, il y a aussi bien sûr cette même dualité que l'on retrouve entre la beauté et la mort. Hein, la mort qui est objet normalement de laideur et de frayeur, et la beauté qui est objet de vie et d'émerveillement. Et donc les deux qui se rencontrent, hein, la beauté et la jeune beauté qui est figée comme ça dans la mort, hein, qui rencontre un destin tragique et qui est immortalisée dans sa beauté, et le fait qu'il y a une part de tragédie dans la beauté, hein. La beauté c'est à la fois un privilège, c'est à la fois un don, mais ça peut se retourner contre soi, ça peut devenir une malédiction, et cette malédiction peut mener directement à la mort et à la tragédie. Donc ça c'est vraiment ce qui illustre aussi ces trois affiches en fait. On a manifestement un personnage féminin très beau, mais qui a rencontré en fait une fin prématurée. Alors, si on part plutôt de l'hypothèse que ces trois personnages sont endormis, ce qui est beaucoup plus près de la réalité, hein, surtout pour The Neon Demon, où on sait qu'en fait elle fait semblant, hein, pour le shooting, et pour The Substance, où en fait on sait, de par le film, que finalement elle n'est pas morte, elle n'est pas non plus complètement endormie, bien sûr, elle est dans le coma. La représentation de ces trois femmes endormies, c'est un motif pictural incontournable, extrêmement apprécié là encore une fois des artistes, et vous voyez, pas que des artistes hommes, parce qu'une femme aussi s'en sert, et c'est le motif que l'on appelle de la belle endormie. Alors, la belle endormie la plus célèbre au monde, c'est celle qui justement porte ce nom littéralement en anglais, hein, Sleeping Beauty. Sleeping Beauty, c'est le titre anglais de La Belle au bois dormant. La belle dormante au bois, au passage, hein, si on mettait les mots dans l'ordre, hein, c'est la belle dormante au bois. C'est pas le bois qui est dormant, même si on peut imaginer que le bois aussi s'est endormi, c'est très joli, mais c'est pas le bois qui est dormant dans la phrase, hein. La belle au bois dormant, c'est la belle dormante au bois. La belle au bois dormant, la Sleeping Beauty, c'est voilà, c'est la belle endormie par excellence, hein. On a tous cette image, en particulier avec le Disney bien sûr, ben voilà, d'aurore comme ça qui est endormie et qui est magnifique, hein. C'est très très beau. Je pense que tout le monde, y compris donc des enfants, hein, quand on est enfant, on est confronté à cette image-là très tôt. Tout le monde, même des enfants, sont en mesure de comprendre, de réaliser la beauté qu'il peut y avoir à voir quelqu'un dormir, et en particulier quelqu'un de beau qui dort, et en particulier une belle femme endormie. Voilà, c'est joli. Alors bien sûr, hein, il y aura toujours des commentaires ou des spéculations pour dire qu'en fait c'est du male gaze, et qu'en plus c'est du male gaze de culture du viol, que c'est toxique, que c'est malsain, mais d'où on regarde les gens dormir, mais en fait dormir c'est la vulnérabilité, c'est la passivité, on perd conscience, donc du coup on ne maîtrise plus qui nous regarde, ce qu'on fait de nous, etc. Donc c'est extrêmement malsain. Bon voilà, il y a toujours des personnes comme ça pour un peu entre guillemets gâcher la fête et introduire de la morale là où il n'y a pas à en avoir, hein. C'est purement un motif pictural, c'est juste joli, voilà, hein. C'est-à-dire qu'on met de côté la morale, peut-être que c'est moral, peut-être que ça ne l'est pas, mais ce n'est même pas la question, c'est joli ou c'est pas joli. Voilà, ça fait un joli tableau, ça fait pas un joli tableau. Peu importe si c'est bien ou mal, voilà. Donc bon, on va rester fidèle à cette éthique baudelairienne, hein, à cette éthique parnassienne, à cette éthique des artistes. Et donc se mettre d'accord sur le fait que oui, quelqu'un qui dort, ça peut être très beau, et une femme endormie, une belle femme endormie, une belle endormie, bah, c'est beau, c'est même bouleversant. Et vous savez, même dans le quotidien, tout le monde au fond en a conscience. Beaucoup de gens ont déjà regardé leur amoureux ou leur amoureuse dormir le matin. On a déjà tous fait ça quasiment, c'est normal, c'est joli. Donc c'est ni plus ni moins ce que font les artistes. Alors on pourrait aussi faire des références littéraires, hein. Peut-être que le plus beau passage de Belle endormie de la littérature, en tout cas française, c'est celui que l'on peut lire chez Proust, hein, dans le 5e volume sur 7 de La Recherche du temps perdu, hein, nommé La prisonnière. Et dans La prisonnière, on a cette scène incroyable sur plusieurs pages où le narrateur eh bien, contemple le sommeil d'Albertine, hein, c'est un peu le nom de ce passage, hein, le sommeil d'Albertine. Albertine, sa maîtresse, hein, son amoureuse, par laquelle il est complètement obsédé. Et il décrit en fait à quel point elle est belle quand elle est endormie, hein. C'est une belle endormie. C'est vraiment un très grand passage d'érotisme, hein, de littérature érotique, et qui reprend donc ce fameux motif de la belle endormie que l'on retrouve donc dans ces trois affiches de ce que j'appelle donc cette trilogie de la beauté. Alors, je ne dis pas hein, que ces trois affiches se ressemblent un petit peu, ont des points communs, parce qu'il est évident qu'il y a un lien secret entre les films, au moins officieux, etc., et que du coup ils se sont inspirés les uns des autres. Non, absolument pas. C'est sans doute une belle coïncidence, mais une coïncidence en revanche révélatrice, et qui me conforte dans l'idée que ces films ont une espèce de cousinage, de rapport spirituel, de relation dans leur thématique, qui se retranscrit donc dans leur illustration, dans l'affiche,
mais qui bien sûr se révèle bien davantage dans le contenu même des films, où on retrouve en fait tous ces questionnements autour de la beauté, des rapports entre la beauté et la mort, la beauté et le narcissisme, la tragédie ou la malédiction que peut être la beauté, le désir qu'elle inspire, le désir impuissant, le désir désespéré, au point de commettre l'irréparable, au point d'aller vers le meurtre, ou vers le viol, ou vers la nécrophilie, quand il y a eu meurtre et puis viol, ou alors au point d'aller carrément dans l'ingestion, donc dans le cannibalisme, hein, de vouloir s'emparer de cette beauté au point de vouloir la dévorer, la manger, la dévorer de baisers. Déjà des déviances et des dangers sur lesquels nous alertait un poète comme Lucrèce, hein, Lucrèce, le fameux poète épicurien, l'auteur du De Natura Rerum, hein, de la nature des choses, un poème épicurien magnifique et célèbre. Dans le livre 4, consacré à l'amour et à la sexualité, à la reproduction, Lucrèce s'arrête longuement donc sur l'amour, sur le développement des organes sexuels, sur le développement du désir, etc., avec un point de vue évidemment très matérialiste, hein, propre à l'épicurisme. Et justement, il exprime en fait toute sa méfiance vis-à-vis de l'amour-passion, qu'il reconnaît comme une particularité de l'esprit humain, hein. L'humain, par son imagination, sa créativité, son intelligence, son univers psychique très développé, est en mesure comme ça de faire naître des sentiments très puissants envers autrui qui vont bien au-delà d'un simple désir de reproduction, hein. C'est au-delà de la reproduction animale, c'est vraiment l'amour-passion. Mais en bon épicurien, Lucrèce met en garde et nous dit mais que la beauté c'est un piège parce que la beauté, elle nous obsède et elle inspire un désir impuissant, parce que qu'est-ce qu'on peut faire à part, avec un peu de chance, la posséder, et encore si on a de la chance, qu'est-ce qu'on peut faire de plus finalement, à part l'embrasser, la couvrir de baisers, faire l'amour avec. Eh bien, il dit justement que si ce désir n'est pas rassasié, et il ne sera jamais rassasié, qu'on n'a jamais assez, jamais assez, jamais assez, qu'on n'arrive pas à s'en emparer, à faire taire cette soif, il dit ça peut mener à la folie, et que selon lui c'est pour ça que les amants se mordent, qu'il y a les pulsions comme ça de morsure, de planter ses dents dans la chair de l'autre, de se faire des baisers comme ça fougueux. Il dit que c'est presque des tentatives indirectes d'ingestion, qu'en fait c'est une espèce comme ça de semblant, de début comme ça d'exécution de manger l'autre, et donc on a bien comme ça cette pulsion cannibale que l'on retrouve. Et justement il met en garde, il dit qu'il faut fuir quasiment ces excès-là, parce que du coup la passion rend dingue. Et la beauté qui inspire la passion, et cette passion qui rend fou, hein, la beauté qui rend fou, c'est aussi au cœur du sujet de ces trois films, et j'aurai l'occasion d'y revenir hein, plus tard, plus loin, mais effectivement, la beauté rend fou. Et The Substance est une nouvelle pièce à conviction, une nouvelle pièce à charge sur cette question-là, que oui, la beauté rend fou. Et mieux ou pire que ça, la beauté ne rend pas seulement fou, elle rend folle. Donc la beauté féminine ne rend pas que les hommes fous, elle rend aussi les femmes elles-mêmes folles. Les autres femmes, hein, celles qui éventuellement n'ont pas cette beauté-là, ou alors même la femme qui possède cette beauté. La beauté, vraiment, ça rend dingue. C'est à la fois une spécificité humaine, hein, ce rapport à la beauté, à l'esthétique, le fait que l'humain est sensible à la beauté et recherche la beauté. Et d'ailleurs, la recherche, elle a fait exister dans tous les domaines, même les plus inattendus. Enfin, après tout, l'humain met même de la beauté dans son habitat et de la beauté dans son alimentation. Le fait de faire des jolis plats appétissants, de décorer ses aliments, ou le fait de bien sûr décorer son habitat, c'est mettre de la beauté. Il y a plein d'animaux sur Terre qui ne cherchent pas à rendre belles les choses. Ils sont dans l'utile, dans le pragmatique, dans le concret. L'humain, c'est la seule espèce, ou une des seules et rares espèces, qui a ce rapport privilégié à la beauté, et qui met de la beauté même quand c'est inutile, et surtout quand c'est inutile. Qui met de la beauté même dans l'alimentation, dans des choses comme ça triviales, a priori terre à terre, qui sont des besoins a priori. Il n'y a objectivement aucune plus-value nutritive à rendre un plat beau, à bien le dresser. Le seul plaisir est esthétique, mais ce plaisir esthétique est intimement connecté au plaisir psychologique. Et le plaisir psychologique va éventuellement jouer sur notre deuxième cerveau, qui est le ventre, et donc peut-être nous aider à digérer, à mieux accepter ce qu'on mange, à mieux l'apprécier, et puis tout simplement à faire envie, à susciter la gourmandise. Et donc, même s'il n'y a pas de plus-value nutritive au sens strict du terme, en termes de nutriments, d'apports alimentaires, de vitamines, eh bien, il y a quand même une plus-value nutritive parce que l'humain ne mange pas que strictement avec un système digestif, l'être humain mange avec aussi son esprit, son mental, et on le voit bien dans le film The Substance, à quel point le mental est important dans le rapport à l'alimentation, et à quel point le mental est la porte d'entrée des TCA. Donc la beauté est au cœur de l'expérience humaine. Et donc la beauté des individus, la beauté d'un visage, la beauté d'un corps, la beauté d'un homme, d'une femme, eh bien ça rend fou, ça peut rendre barge. Hein. Et la littérature, et le cinéma, et la fiction, et l'art en général sont parcourus d'êtres qui ont pété les plombs à cause de la beauté. Aussi bien la beauté d'autrui, la beauté de quelqu'un d'autre,
que leur propre beauté en fait. Donc voilà, la beauté, ça peut avoir un côté dangereux, ça fait disjoncter, ça fait péter un câble. Et c'est ce qu'on va pouvoir voir parce que c'est ce qui se passe dans The Substance. Dans The Substance, la beauté rembarge aussi. Elisabeth sombre dans la folie à cause de cette beauté, sa beauté qui l'obsède. Alors bien sûr, encore une fois, et là aussi on y reviendra, on aura l'occasion d'y revenir, évidemment qu'elle n'y parvient pas toute seule et qu'elle est largement aidée et entraînée là-dedans par tout un système, mais aussi et surtout quand même par le showbiz où elle évolue, donc par ce système, dans le système qui est le show business, le monde typiquement des apparences, un bûcher des vanités qui est le monde de la télé, du cinéma, de l'image. Elle évolue dans ce monde de l'image, elle a fait carrière dedans, donc elle est au cœur de ce système qui vraiment met la beauté par-dessus tout, comme on le voit dans The Neon Demon. Donc évidemment que ça n'arrange rien, tous ces hommes qui posent des regards concupiscents sur elle, toute cette obsession sur son physique, le regard des autres, même le regard des autres femmes, etc. Tout ça, bien sûr, ça participe. Mais en réalité, il faut bien se rendre à l'évidence, la personne que sa beauté rend le plus folle dans le film, c'est Elisabeth elle-même. The Neon Demon, à l'époque où je l'ai vu, découvert, alors il est sorti en 2016 et moi je ne l'ai vu qu'en 2019. Et en 2019, quand je l'ai vu, je me souviens que j'en ai beaucoup parlé dans mes lives, je l'ai vraiment encensé, je l'ai conseillé, et j'avais carrément fait une critique. Alors là, pas une critique sous forme de vidéo, parce qu'à l'époque je faisais des lives et je faisais pas spécialement de vidéos à ce moment-là, et je n'avais pas encore commencé les podcasts, donc je m'étais contenté de beaucoup en parler en live. Mais en revanche, j'avais écrit un article, j'avais écrit une critique sur le blog Talk Club. Si vous allez sur le blog du Talk Club, bon voilà, c'est un sombre blog, pas très répertorié, mais j'ai vraiment un article illustré dessus, ma critique détaillée de The Neon Demon. Je crois que ça faisait une dizaine de pages, une quinzaine de pages. Voilà, j'avais fait une longue critique et longue analyse. Et justement, j'avais parlé du parfum. J'avais bien fait le parallèle avec le parfum. Et je suis très content de cette critique au passage. Ça, c'est un des articles que je préfère parmi ceux que j'ai écrits. Et c'est vrai que j'en viens presque à regretter de ne pas avoir déjà fait des podcasts à l'époque, parce que j'aurais très certainement, mais assurément, fait un podcast sur ce film. Comme là, je le fais pour The Substance, j'aurais clairement fait un podcast sur Neon Demon, c'est obligé, parce que ça m'avait tellement marqué, et j'aime tellement ce film, voilà, que j'avais trop de choses à dire. Donc bon, voilà, il se trouve que ça s'est fait ainsi, je faisais pas de vidéo à l'époque, je faisais pas de podcast encore, j'en avais parlé en live, j'avais fait un article qui, ma foi, est réussi, qui dit ce qu'il a à dire, mais bon, c'est un article, et les articles, c'est de l'écrit, et les écrits, personne ne les lit, et surtout pas les miens qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est presque dommage, parce que je me dis, ah mince, j'aurais bien aimé en parler de ce film. Alors, ce n'est pas le sujet ici, Neon Demon bien sûr, on parle de The Substance, mais bon, je ne résiste limite pas à la tentation de partager avec vous ici même, un peu d'autopromotion, quelques extraits de cette critique, de cet article que j'avais écrit sur le film. Alors évidemment pas tout, parce que c'est un petit peu long et puis tout n'est pas pertinent pour ce qui nous amène ici aujourd'hui, mais là il me semble intéressant quand même justement pour préciser un peu mon parallèle de The Substance avec le parfum et Neon Demon, eh bien, de lire quelques extraits de mon article, de ma critique de Neon Demon à l'époque, en 2019, parce que ça va vraiment expliquer le lien que je faisais avec le parfum. Et donc peut-être que après, vous-même, en écoutant ça, vous allez vous-même voir un peu les parallèles qu'on peut faire avec The Substance. The Neon Demon, 2016, 1h45,
est un film de Nicolas Winding Refn, réalisateur danois s'étant fait remarquer ces dernières années, principalement pour ses succès avec l'acteur Ryan Gosling, comme Drive 2011 et Only God Forgives 2015. Los Angeles de nos jours. Jessie, tout juste 16 ans, débarque de sa Géorgie natale avec pour seul bagage son époustouflante beauté, d'autant plus fascinante qu'absolument naturelle et très fraîchement éclose, renforcée par une apparente innocence qui fascine tous ceux qui la croisent, et pas seulement les hommes, photographes ou couturiers du milieu, de la mode, où elle espère réussir, mais aussi et surtout les femmes qui l'entourent. Parmi ces femmes, Ruby, une maquilleuse, douce et bienveillante, qui a un véritable coup de cœur pour la jeune fille et se fait sa plus sûre alliée. Sarah et Gigi, toutes deux modèles et deux inséparables amies de Ruby, ne cachent pas leur jalousie envers la nouvelle venue qu'elles traitent en dangereuse rivale. Jessie va de shooting en défilé avec de prestigieux noms du milieu. Mais à force de voir sa beauté célébrée et de constater le pouvoir qu'elle exerce, le neon demon du narcissisme rôde autour de la jeune femme. Ce film parle avant tout de beauté. C'est le cœur du film. La beauté sous toutes ses formes, dans tous ses aspects, les meilleurs comme les pires. La beauté en tant qu'objet de fascination, de convoitise, de désir ou d'obsession. La beauté naturelle que la beauté artificielle peine en vain à imiter. La beauté qui prend conscience d'elle-même, perd son innocence et sombre dans le narcissisme. La phrase phare du film est prononcée par le personnage du prestigieux couturier pour lequel l'héroïne défile, et qui, dans une discussion l'opposant à des défenseurs de la beauté intérieure, rétorque « Beauty is not everything, it's the only thing ». Une sentence digne des plus percutants aphorismes que l'on croirait sortis de la plume d'Oscar Wilde et de la bouche de son personnage Lord Henry, le dandy esthète et cynique du portrait de Dorian Gray. Le ton est donné. La filiation intellectuelle et artistique, flagrante. Plus largement, ce film nous parle d'art, et de l'art pour l'art. Pour cela, nul besoin que cela soit son propos direct. La beauté, qui est toute la matière première de l'art et le sujet fondamental du film, se fait son intermédiaire et son meilleur porte-parole. Photographie, musique, mise en scène, lumière, maquillage, costume, The Neon Demon pousse au maximum tous les arts que le cinéma conjugue habituellement, devenant ainsi l'art à l'état pur. Si The Neon Demon porte bien la patte de Nicolas Winding Refn, c'est toutefois avec une nouveauté non négligeable et fort attrayante. Ses protagonistes masculins habituels laissent 7 fois place à des protagonistes féminins. Les femmes sont non seulement les héroïnes quasi exclusives de ce film, les hommes y sont réduits à l'état de figuration et de personnages prétextes, tout juste bons à les contempler et les désirer derrière un objectif, mais elles en sont aussi le sujet et le cœur. De par la nature du récit horrifique, noir et extrême, qu'il nous livre, et de par la façon ultra esthétisée dont il le retranscrit, de par l'écriture et la représentation de ces personnages féminins, mi-anges, mi-démons, dont la beauté est intimement liée au mal, exerçant un pouvoir de fascination presque occulte qui s'apparente à de la sorcellerie, Nicolas Winding Refn s'inscrit dans une grande et longue tradition artistique bien antérieure au cinéma, et tout spectateur un peu instruit littérairement ne peut que penser au Diabolique de Jules Barbet d'Aurevilly et au Conte cruel de Villiers de l'Isle-Adam, dont ce film aurait pu être une des histoires. On peut, sans trop de risques, gager que d'Aurevilly, Villiers, Baudelaire, Huysmans, Gautier, Wilde et bien d'autres esthètes fameux parmi les Parnassiens et les décadents, ayant eu en commun leur culte exclusif de la beauté, leur fascination mêlée d'effroi envers les femmes, leur fantasme sadique, leur goût de la transgression et leur attirance pour l'imagerie satanique, auraient raffolé de ce conte cruel que nous livre Refn. La présence, discrète, plus sous-entendue qu'explicite, d'éléments renvoyant directement à l'imaginaire des sorcières, l'inquiétant duo de blondes aux airs de poupées de cire, mené par une brune charmeuse au torse couvert d'étranges tatouages, qui rôdent toutes autour d'une jolie vierge innocente, des rituels du sabbat, une scène de bondage hypnotique dans une obscure boîte de nuit aux airs de cérémonie satanique, des pentacles et autres inscriptions occultes, un dessin incantatoire dessiné au rouge à lèvres sur un miroir, un voisinage avec le mythe sanglant de la comtesse Bathory, qui aurait pris régulièrement des bains dans du sang de vierge pour rester jeune éternellement, tout cela sont autant d'éléments qui contribuent à ancrer le film dans cet héritage littéraire. Tout y est tellement qu'il aurait même pu s'agir d'une de leurs histoires, nouvelles ou poèmes en prose, librement adaptés, actualisés et réinventés. Il s'agit en tout cas bel et bien d'un film d'auteur puisqu'on est en présence d'un scénario complètement original de Refn lui-même. Mais, outre sa fameuse catchphrase évoquée plus haut, par ses thématiques centrales que sont la beauté et la célébration du narcissisme, c'est à Oscar Wilde que le film fait sans doute le plus penser. Car en fin de compte, qu'est-ce que The Neon Demon, sinon une réécriture plus ou moins consciente du portrait de Dorian Gray. Jessie, la jeune héroïne de Refn, passe d'une apparente innocence au narcissisme le plus maléfique, en se découvrant si belle dans les yeux des photographes, des artistes, des prédateurs sexuels et des femmes jalouses qui l'entourent. Une version moderne et féminine du jeune Dorian Gray, d'abord naïf et innocent, qui tombe amoureux de son propre portrait par un peintre épris de lui, Basile, et corrompu moralement par son narcissisme et les pensées venimeuses de Lord Henry, un dandy cynique ne jurant que par les apparences, la jeunesse, la beauté et le plaisir. On retrouve, chez Wilde comme chez Refn,
une scène déterminante qui illustre le pacte qu'opère le ou la protagoniste avec son image. Pour Dorian Gray, c'est, dès les toutes premières pages du roman, la découverte de son portrait tout juste achevé par le peintre Basile et qui inspire immédiatement cette pensée au héros. Quelle chose profondément triste, murmurait Dorian, les yeux encore fixés sur son portrait. Oh oui, profondément triste. Je deviendrai vieux, horrible, affreux, mais cette peinture restera toujours jeune. Elle ne sera jamais plus vieille que ce jour même de juin. Ah, si cela pouvait changer. Si c'était moi qui toujours devais rester jeune, et si cette peinture pouvait vieillir. Pour cela je donnerais tout. Il n'est rien dans le monde que je ne donnerais. Mon âme même. Cette seule pensée suffit à sceller un pacte dont les conséquences seront terribles. Dans le film de Refn, la scène du pacte narcissique est plus tardive, milieu du film, mais aussi beaucoup plus puissante sur un plan esthétique et symbolique. Jessie, devenue une nouvelle égérie d'un grand couturier, participe à un défilé. Sur le podium, elle bascule dans un état hallucinatoire où lui apparaît un triple triangle renversé, constitué de néons lumineux. C'est le fameux Neon Demon, le démon du narcissisme. Dans un triangle rouge en 3 dimensions, dont les multiples facettes sont autant de miroirs, Jessie vit une véritable transe d'amour-propre et d'auto-érotisme. Comme Narcisse lui-même qui contemple son reflet et en tombe amoureux au point de se noyer dans la source qui le réfléchissait, Jessie contemple et embrasse amoureusement son reflet dans les miroirs du triangle. C'est le basculement du personnage et la confirmation de sa corruption morale. C'est la suite de leurs péripéties respectives qui diffèrent et qui marque la plus nette séparation entre ces deux personnages. Si une fin terrible les attend tous les deux, l'un est davantage coupable que victime. Dorian Gray est un débauché et un criminel, un être aussi laid à l'intérieur qu'il est beau à l'extérieur, comme en témoigne le portrait qui vieillit à sa place et porte les affreux stigmates de ses vices. Jessie, bien que de plus en plus froide, hautaine, insensible et superficielle, reste dans un relatif état d'innocence. Son corps reste intact, et elle ne porte pas atteinte à celui des autres. La digestion d'un film n'a jamais si bien porté son nom. C'est clairement un film qui se digère. Il faut particulièrement digérer cette fin. Il faut laisser l'œuvre, toute cette beauté et cette horreur mêlée, entrer en nous, se frayer un chemin dans nos entrailles, s'assimiler et s'incruster dans notre organisme, et voir si au final on la rejette et la vomit, comme un personnage du film, ou bien si au contraire on la digère pour de bon, et si on y puise une force décuplée, un plaisir confirmé et un appétit renouvelé. À propos de la durée du film, je renvoie aux précieux enseignements de Baudelaire, qui s'appliquent à démontrer l'incompatibilité des effets de la beauté avec la longueur, le beau relevant forcément d'un effet passager, éphémère. Pour cela, il cite Edgar Allan Poe et son Poetic Principle. Ainsi, si l'on s'aventurait à considérer The Neon Demon comme une sorte de poème filmique, ou simplement à étendre les considérations de Baudelaire et de Poe à tous les arts, on serait forcé d'admettre que malgré une envie d'en voir plus, que cela dure plus longtemps, la beauté du film tient au contraire et justement dans son unité et sa brièveté. À l'opposé du récit fleuve d'un roman, le panache narratif d'une nouvelle, à la chute toujours cinglante et inattendue, ou le minimalisme d'un poème, d'un sonnet par exemple, avec ses 4 strophes et ses 14 vers, et la conclusion élégante ou surprenante de son tercet final, The Neon Demon se devait sans doute d'être court et unique, et c'est donc ce qu'il est, un bijou, d'autant plus précieux que la beauté brute de ses carats tient en quelques petits grammes de pierres scintillantes dans un minuscule écrin, pour reprendre une autre métaphore chère à Baudelaire à propos des poèmes. Et maintenant, à ceux qui aiment ce bijou de le contempler à loisir, sous tous les angles, encore et encore, de le porter en eux, de l'offrir peut-être, et bien sûr d'en faire la parure de leur vidéothèque. Le film m'a beaucoup rappelé Le Parfum, pour le coup adapté d'un roman, et qui, malgré une romantisation non négligeable et tout à fait sublimatoire de son propos par rapport au livre, a su explorer des frontières morales inédites, traiter de front le pouvoir de fascination de la beauté des jeunes filles et de la virginité, des fétichismes négligés tels que la chevelure et les parfums. Le film de Tom Tykwer avait même assumé courageusement le dénouement cannibale du film, pouvant rebuter plus d'un spectateur non averti. Et c'est entre autres ce cannibalisme qui crée le rapprochement entre Le Parfum et Neon Demon. Non pas seulement en tant qu'acte lui-même, le cannibalisme est au cœur d'autres films, comme le terrible Cannibal Holocaust, et cela n'en fait pas un cousin de The Neon Demon. Ce qui rapproche le cannibalisme du parfum et de celui de The Neon Demon, c'est sa motivation profonde. L'amour et le désir, inspirés par la beauté, qui atteignent un tel paroxysme insupportable que le seul moyen de les satisfaire et de les apaiser, mais aussi de se les approprier, on veut posséder ce que l'on aime, c'est le recours extrême au processus d'ingestion. On dit parfois « belle à croquer » ou « tu es tellement belle que je voudrais te manger ». Expression faussement anodine et innocente, comme toutes les expressions. Ici, elles prennent tout leur sens littéral. La beauté se mange, se dévore, s'avale et se digère. Jean-Baptiste Grenouille devient d'une telle beauté quasi divine. C'est un ange. Une fois qu'il a versé sur lui tout son parfum, fusionnant l'essence de 13 femmes superbes dont la plus belle des vierges de 16 ans, que la passion qu'il inspire devient dévorante, dépasse les limites de la tendresse, du désir, de l'appétit sexuel, et déborde sur l'appétit digestif. De même, Jessie, profil semblable à celui de Laure Ritchie dans Le Parfum, jeune vierge de 16 ans mais blonde et non rousse,
atteint un tel degré de beauté obsédante, exaspérante, aussi désirable qu'inaccessible, aussi innocente que dangereuse, que le seul moyen d'en triompher, de la posséder, semble non pas seulement de la violer, non pas seulement de la tuer, mais de la manger toute crue. La façon la plus radicale, extrême, littérale et absolue de ne faire qu'un avec cette beauté, de s'en emparer, c'est d'en faire une partie de soi, de l'assimiler à son propre organisme. Loin d'en faire une abomination, le parfum ne laisse aucune ambiguïté sur la nature tout à fait amoureuse de l'acte cannibale. La toute dernière phrase du roman, comme du film, désignant la foule qui vient de dévorer Grenouille, est « Pour la première fois de leur vie, ils avaient fait quelque chose uniquement par amour ». Les motivations des 3 filles dans The Neon Demon sont certes plus troubles. Mise de côté la très crédible lecture démoniaque de 3 sorcières dévorant la chair fraîche d'une jeune fille innocente pour rester éternellement jeune et belle, mythe qui illustre complètement Sarah et Gigi, on peut toutefois prêter des motivations plus romantiques à Ruby, amoureuse et conduite de Jessie. Son comportement après l'acte ne contredit pas cette hypothèse. Bizarrement, ce qui crée ici le malaise, aussi bien psychologique que physique, autour du cannibalisme, n'est pas tant l'acte lui-même, que l'on ne voit pas, qui est sous-entendu, que la réaction de dégoût, d'écœurement et de rejet viscéral d'une des 3 filles. Si Refn était passé à autre chose, seul le choc psychologique, déjà certain, aurait été ressenti par le spectateur. Mais en optant, sadiquement, ironiquement, pour l'idée que Gigi ne digère littéralement pas son acte, se sent mal, prise de nausées répétées, éructe à répétition et a sans cesse envie de vomir jusqu'à finir par recracher une partie de son festin, exprimant un malaise terrible, implorant que Jessie sorte d'elle et allant pour cela jusqu'à s'éventrer, nous sommes face à un état de détresse physique et psychologique extrêmement contagieux. Comme Gigi, par simple mimétisme et empathie, on est malade, on a envie de vomir. La réaction nauséeuse du personnage, loin de nous faire passer outre l'acte, nous y renvoie violemment, nous fait sentir lourdement sur l'estomac le poids de cette viande humaine, saignante et mal digérée, comme si l'on avait mangé nous aussi. En nous renvoyant à la phase digestive, l'acte prend une réalité très concrète, presque triviale. Il n'y a plus moyen d'en faire une abstraction, on en mesure toute l'atroce réalité. Même les cœurs les plus accrochés ne devraient pas être insensibles à un tel revirement. Et l'auteur de ces lignes, lui-même, ressent à nouveau en écrivant cet état nauséeux qu'il a ressenti à la fin du film, le ventre noué et le cœur au bord des lèvres. À ce cannibalisme s'ajoute la nécrophilie. Et là encore, le parfum apparaît comme un lointain cousin du film de Refn. Jean-Baptiste Grenouille tue sa première victime, une jeune vendeuse de Mirabelle de 14 ans dont il dénude le corps, fraîchement défunt, pour mieux le renifler de partout. Il lui fait l'amour avec son nez, pour s'imprégner de son odeur, tant qu'elle est encore là, car la fleur déjà se fane. C'est pour sauvegarder ce parfum unique, divin, de la beauté vierge et pure, que le jeune homme se lance dans cette quête meurtrière du parfum, pour ne plus jamais perdre cette odeur, la capturer pour toujours. Un parfum qu'il va concocter à base d'odeurs de femmes mortes, assassinées par ses soins. Dans The Neon Demon, la nécrophilie surgit de façon beaucoup plus soudaine, littérale et crue. Elle succède, de plus, à une tentative de viol sur Jessie de la part d'une Ruby de plus en plus éprise et ne parvenant pas à contrôler ses pulsions envers sa protégée. En marge de son activité dans le monde de la mode, Ruby est aussi maquilleuse, pour les morts, thanatopracteur pour utiliser les bons termes. Elle doit rendre aux défunts l'éclat et la beauté de leur vivant. Tout juste rejetée par celle qu'elle aime et désire tant, Ruby fait face au cadavre d'une jeune femme à la chevelure et à la corpulence semblable à celle de Jessie. Il n'en faut pas plus pour qu'un mécanisme de transfert fétichiste, découlant de la cristallisation amoureuse, s'enclenche et que le regard de Ruby sur ce tas de chair en décomposition sur sa table passe de neutre à attendri, puis d'attendri à concupiscent. C'est une scène qui m'a stupéfait et que j'ai adoré, vécue avec une grande intensité. Je ne revenais pas qu'on ait la chance de voir quelque chose de si transgressif et audacieux dans un film grand public. Encore une fois, je pensais que c'était ici le privilège de la littérature ou des films plus confidentiels. Le tour de force inouï de cette scène, et ce qui m'a tant fasciné mais aussi touché, oui touché, c'est qu'elle relève le défi, impossible, de ne pas y sacrifier l'esthétisme. Oui, c'est beau. Et même réussit à rendre romantique, tendre et belle une scène a priori immorale et répugnante. Du pur Baudelaire dans l'esprit. La musique, le cadrage, la mise en scène des gestes, les inserts de Jessie, beauté tout à fait vivante, elle-même en train de se caresser, scène concomitante ou imagination de Ruby pour se stimuler, tout concorde pour permettre un maximum d'érotisation et d'émotion dans ce qui n'aurait pu être qu'une scène d'horreur vulgaire et cradingue. Avoir Ruby décharger tout son amour, tout son désir, toute sa tendresse sur cette morte, non seulement se caresser sur elle, mais surtout enfoncer sa langue dans cette bouche cadavérique et putride, l'embrasser passionnément d'une longue succession de baisers gourmands et langoureux, dans un total abandon, on est bouleversé, devant une détresse amoureuse aussi profonde, un désir si frustré, une femme réduite à violer ce corps inerte, avatar pétrifié de Jessie, qui lui ne la rejettera pas. Une lecture complètement confirmée par le réalisateur dans ses interviews pour le film. Un pied de nez savoureux et absolument remarquable de voir qu'un grand réalisateur parvient à rendre une scène nécrophile plus touchante, sensuelle, romantique et vivante
Que tant de scènes d'amour entre vivants, éculées, insipides et sans intérêt qui polluent tant de films. Aux grands artistes, rien d'impossible. Alors que le film s'achève sur un générique clipesque au son de la voix de Sia, Nicolas Winding Refn, dans le commentaire audio qu'il en propose avec l'actrice Elle Fanning, résume ainsi ce qu'ils ont accompli ensemble. Je crois qu'on a fait un film d'horreur. On a fait un mélodrame. On a fait une comédie. On a créé du mystère. On a fait du maniérisme. De la science-fiction. Du strass. Du vulgaire. De l'existentialisme. De la beauté. Tout ça parce que je t'ai demandé si tu te trouvais belle, et que tu as répondu « oui ». C'est aussi simple que ça. On pourrait quasiment appliquer ces paroles de Refn au film de Coralie Farja, The Substance. Coralie Farja a fait un film d'horreur, elle a fait un mélodrame, elle a fait une comédie, elle a créé du mystère, elle a fait du maniérisme, de la science-fiction, du strass, du vulgaire, de l'existentialisme, de la beauté. Tout ça parce qu'une femme s'est demandé si elle était toujours belle, et que la réponse pour elle était non. C'est aussi simple que cela.